Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir assisté à cette cérémonie d'ouverture. Donc, comme vous savez sûrement, le Tunisia Global Forum n'est pas que ici dans la salle Carthage. Il y a plusieurs événements en parallèle. Il y en a déjà qui ont commencé. Donc, les lauréats du hackathon qui a été organisé avec CJD Tunis Horizon ont commencé déjà à pitcher dans la salle Oya. La salle Oya, c'est la salle dans la mezzanine où il y a les exposants. Donc, au fond de la salle, vous allez voir un stage, vous ne pouvez pas le rater. C'est là où commencent déjà des pitchs des lauréats du hackathon. Et après, à partir de 11 heures, il y aura des pitchs de start-up tunisiennes internationales qui vont justement, des start-upers, des innovants qui vont nous parler de leur expérience en innovation en termes d'intelligence artificielle. En parallèle avec les pitchs dans la salle Oya, il y aura plusieurs salles où on aura des panels et des pitchs de lauréats des awards organisés par nous, la TUJ. Donc, comme vous avez sûrement vu, on a organisé 2 awards, une pour la deep tech et la recherche et une pour les entreprises et les startups. Donc, ces 2 awards vont pitcher devant un jury et le public dans les salles Limes et les Petits qui sont également dans la mezzanine. Et enfin, à partir de 13h, il y aura de nouveau des panels au niveau de la salle Oya également autour de l'écosystème startup. Donc ça, c'est les salles Oya et les Petits et Limes. Il y aura également la salle VF dans laquelle il y a des panels à partir de 11h jusqu'à 13h en enchaînement, 3 panels sur l'écosystème de l'innovation dans l'ensemble avec des approches plus sectorielles. Et enfin, pour revenir à la salle Carthage, on aura 2 conférences plénières. La première sera sur les sujets infrastructure et souveraineté et enjeux pour la Tunisie. Et la deuxième sur la formation et les emplois. Donc, sans plus tarder, je vais appeler les conférenciers du premier panel, donc qui va être modéré par Madame Nozha Boujama, Senior AI Advisor, Co-Chair GPA, OCD et AI Expert Group. Je vais appeler dans les participants de ce panel Monsieur Jean-Paul Attan, expert IA, co-organisateur du grand séminaire de l'IA de 1986. Je vais appeler Monsieur Karim Beguir, cofondateur et CEO d'Instadip. Je vais appeler Monsieur Karim Jouini, CEO Thunders AI. Je vais appeler Monsieur Khalid Maalj, CEO Visora. Je vais appeler Monsieur Aslan Beljab, président de la Connect.
il s'est pas présenté. Tablette بتاعي. الديسبورا ريال المدن سهوي راهو كلمة تاعش معناها أنا مخلص الكلمة كتعطي الديسبورا بقطع النظر عن المنظمين وعلول وصاحبين أما تختار واحد يقول زاه يبقى ديموان توجع واش نعمل أنا باش نحط الدولة كيف تحقق حماية تعرف صعيب شو يعني تبارك الله فما دي بيرسون امبورطونت وكل شيء. كانك تنجم بعد تخطف لي كلمة أمر كي تقدم لي l'un des témoins de diaspora مش مسؤول حتى نشوف. اوكي On va démarrer le panel, s'il vous plaît. Du coup, j'essaie d'accélérer les cartes. Il faut qu'on garde 1h15. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, non, vous inquiétez pas. Mais c'est pour ça que j'ai lancé le plus vite possible. S'il vous plaît, je vous invite à vous installer, s'il vous plaît, pour qu'on commence le panel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va démarrer le panel. Je vais céder la parole à la modératrice, Madame Nozha Bojama. La parole est à vous. Merci. Bien. Eh bien, on va démarrer donc notre première séquence après la séance d'ouverture. Donc, c'est un panel avec des éminents participants que je vais prendre le soin de présenter quand ils vont prendre la parole. Alors, notre panel aujourd'hui, c'est bâtir aujourd'hui les fondations d'une IA compétitive et créatrice de valeur. Les questions qu'on va se poser, en tout cas, qu'on va essayer d'aborder, c'est comment la Tunisie peut-elle construire les fondations de son ambition en matière d'intelligence artificielle, gouvernance et confiance. Ce sont deux sujets qui, vous l'avez même entendu en séance d'ouverture, qui reviennent assez souvent. Cette question d'IA de confiance, l'IA c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait ? C'est un outil certes, mais ce n'est pas l'outil qui est le plus important, c'est qu'est-ce que nous on en fait et comment on le déploie. Mais aussi les capacités de calcul, les infrastructures numériques et énergétiques, les données et les modèles, la souveraineté, c'est une question qui revient assez souvent, seront au cœur des échanges de ce matin, du panel de ce matin, afin d'identifier des priorités d'action, en tout cas pour alimenter encore le livre blanc que Amine a pris le soin d'annoncer, en tout cas qui sera disponible donc au téléchargement aujourd'hui et dans lequel la communauté, en tout cas qui a œuvré pour ce livre blanc, propose justement un certain nombre de leviers, un certain nombre de directions et
d'axes prioritaires dans le court moyen terme pour vraiment démarrer une forte action dans cette direction-là. Bien. Et donc aujourd'hui, nous accueillons 6 bâtisseurs, chacun à sa façon. Oui, tout à fait. Chacun à sa façon. Donc je vais démarrer par Jean-Paul Hatton, expert IA, et surtout co-organisateur du grand séminaire IA de 1986 que Amine a annoncé au tout début. Effectivement, on va pouvoir faire un petit clin d'œil de cet événement d'il y a 40 ans, puisque nous avons 2 co-organisateurs présents dans la salle. Donc il y a Jean-Paul et Sifalor Kamoun est aussi présent dans la salle. Donc Jean-Paul est professeur émérite à l'Université de Lorraine et membre de l'Institut universitaire de France, où il a créé la première chaire d'IA. Il a dirigé une centaine de thèses en IA. Et donc, cher Jean-Paul, justement, donc avec ce petit clin d'œil d'il y a 40 ans, c'est vrai que moi-même, quand j'ai regardé le programme de ce fameux séminaire entre l'INRIA et la Faculté des sciences de Tunisie de 1986, eh bien, sur le langage naturel, sur la reconnaissance de la voix, la vision par ordinateur, en fait, c'est des questions qui restent quand même toujours d'actualité. En fait, on se dit, l'IA d'il y a 40 ans, au final, c'est toujours une quête de l'humain, de comprendre son environnement, son univers et d'interagir avec. C'est des questions toujours et encore d'actualité. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu du passé, du présent et surtout du futur que nous allons aussi explorer avec tous nos panélistes ici ce matin? Merci, chère Nasra. Bonjour, mesdames, messieurs. Assalamu alaikum. C'est un grand honneur pour moi, un grand plaisir d'être parmi vous 40 ans plus tard. Ça pourrait être simplement un plaisir parce que je suis encore vivant 40 ans plus tard. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment, je suis heureux parce que tu as dit, Nasra, que j'étais co-organisateur. En fait, les gens qui étaient surtout co-organisateurs, c'est notamment Sif Alouk. Et je voudrais rendre hommage ici à ces précurseurs de l'informatique qui ont fait, et il n'est pas seul, hein, j'aurais pu parler de Nourdine Ellouz et d'autres encore, c'est eux qui ont construit l'informatique de la Tunisie telle qu'elle est actuellement, et je pense qu'il faut vraiment leur rendre hommage. Bon, exposer l'IA en moins de 10 minutes, c'est une gageure impossible. Ah ben, je vais essayer de la tenir quand même, en 4 points, hier, aujourd'hui, demain et après-demain. Ben, hier, justement, il y a 40 ans, c'était déjà, comme tu l'as dit, l'IA existait déjà. Il y avait des questions, peut-être une grosse différence par rapport à maintenant, c'est qu'on a quelques réponses à ces questions. À l'époque, on n'en avait pas beaucoup. C'était l'époque de l'IA symbolique, fondée sur des connaissances, des systèmes experts. Il y en a toujours, hein, moi j'en connais dans la banque, dans l'industrie, mais c'était quand même réservé à une petite minorité de personnes. Et puis brusquement, en gros, au tournant du siècle, il y a eu une rupture, une forte rupture, avec des choses que vous connaissez, telles qu'une machine qui a battu le meilleur joueur de jeu de Go, une machine qui a été capable d'élucider la structure tridimensionnelle d'une protéine, c'est encore bien plus important que le jeu de Go, des avancées dans le domaine de l'interprétation d'images, et tout ça, toute cette rupture est due au fait que l'on est passé de l'IA de connaissances des années 80 à l'IA des données, qui est encore celle de maintenant. Donc aujourd'hui, nous sommes exactement dans ce domaine où les données sont fondamentales. Je vous ai parlé du Go, des protéines. J'aurais dû surtout parler des grands modèles de langue, ChatGPT et autres. C'est eux qui ont fait entrer ces systèmes qui ont fait entrer l'intelligence artificielle dans le monde. Et ils y sont maintenant de façon évidente. C'est pas seulement vrai, donc on peut parler de l'IA numérique. C'est pas seulement vrai pour les modèles de langue, hein. C'est tout aussi vrai en imagerie. L'imagerie médicale,
l'imagerie de surveillance, l'agriculture. Je connais des gens à Sfax qui font des travaux intéressants sur l'imagerie d'intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine de la robotique intelligente, on en reparlera tout à l'heure. Et enfin, de l'IA générative qui génère des textes, des sons, des images, etc., etc. Et demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Eh bien, demain, c'est vraiment la poursuite exacte d'aujourd'hui, si je puis dire. On est déjà dans demain, en quelque sorte, avec la prépondérance des données au service de l'être humain et des données de confiance, ça c'est très important. Les modèles de langue sont de plus en plus proches et centrés sur l'humain. Leur qualité ne fait qu'augmenter. On verra apparaître de plus en plus demain ce qu'on appelle l'IA agentique, c'est-à-dire des agents qui vont être délégués par un être humain pour faire un travail complet. Par exemple, aller acheter un certain produit, y compris le marchandage, si possible, et la chaîne complète d'achat. La recherche sur Internet également évolue absolument. La recherche type Google est appelée à disparaître. AI Overview, ce que vous connaissez peut-être, est le début de cela, mais ça va se généraliser. La robotique et la robotique de coopération entre l'humain et le robot va se développer de façon que vous n'imaginez peut-être pas. Ça va être très très fort. Certains imaginent qu'en 2050, l'équipe qui gagnera la Coupe du Monde de football sera une équipe de robots. Vous imaginez un Mbappé robotique, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, on peut rêver, les chercheurs sont des rêveurs. En même temps, on a besoin de plus en plus de machines et de puces puissantes. Et peut-être qu'autour de la Méditerranée, comme il a été tout à l'heure, il y a une alternative au couple USA-Chine. On peut espérer qu'il y en a une. Et aussi, autour de ces machines va apparaître un vrai problème que l'on connaît déjà maintenant, qui est le problème de la frugalité. Ces systèmes d'IA de type LLM consomment beaucoup trop d'énergie. Il faut vraiment faire quelque chose, sinon nous allons vers une catastrophe. Il y a des équipes complètes qui travaillent sur la frugalité des LLM et autres. Il faut absolument continuer dans ce domaine. Et après-demain, que va-t-il se passer? Les modèles de langage et l'IA générative ne progressera plus. Je parle pour moi, hein, l'opinion n'est peut-être pas générale. Ne progresseront plus. C'est-à-dire que ces systèmes sont des systèmes purement statistiques. Et ils ne font, que ce soit des LLM ou des modèles de vision, ils ne font qu'enchaîner les uns derrière les autres des morceaux de mots ou des pixels d'images de façon statistiquement cohérente. Ces statistiques étant celles qu'ils ont apprises au cours de l'apprentissage sur un grand nombre de données. Donc, on peut dire que l'IA générative, c'est une belle avenue, bien éclairée, avec des fleurs de chaque côté, et il faut l'utiliser au mieux, mais elle se termine par un mur. C'est une impasse. C'est-à-dire que ce n'est pas cette façon, ce n'est pas comme cela que nous allons avoir des IA qui vont devenir vraiment très intelligentes, voire plus intelligentes que l'être humain. Certainement pas. Pour cela, il va falloir implanter à des systèmes du bon sens, des modèles du monde, le fait que si on prend une feuille et qu'on la laisse tomber, elle tombe. Le système d'IA générative ne connaît pas ça et n'a aucune raison de le connaître parce que, encore une fois, ce n'est qu'un système probabiliste. Certains l'ont bien compris, et des grands noms. Yann Lequin, mon ami Yann Lequin, vient de créer Amilab. Il y a Fei Fei à l'Université de Stanford, Jeff Bezos. Tous ces gens-là sont en train de créer de nouvelles sociétés pour, justement, aller au-delà de l'IA générative vers des modèles vers des systèmes d'IA qui sont capables de comprendre des modèles du monde. Ça, c'est vraiment le jour de demain. C'est une idée qui n'est pas nouvelle, hein, le fait de donner du bon sens à un système d'IA. Ça date des années 80, justement. Hein. On en avait parlé lors du séminaire de l'époque, notamment Doug Lannat, aux États-Unis, avait lancé un système qui était de faire une base de données du bon sens. Common sense, comme disent les anglophones. C'est toujours pas terminé. C'est un travail énorme.
Et est-ce qu'on y arrivera un jour? Je ne sais pas. Donc, est-ce que ces systèmes d'IA du futur, tels que le Quin ou autres le voient, vont dépasser l'intelligence humaine? Je ne sais pas. Est-ce que c'est utile? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est l'avenir. En conclusion, je dirais que l'IA, c'est un outil magnifique qu'il faut savoir utiliser de façon éthique, de façon responsable. Je crois que les potentialités sont grandes, notamment en Tunisie. Madame l'ambassadrice de France a parlé tout à l'heure d'un projet méditerranéen. Je crois beaucoup à cela également, peut-être parce que je suis un vieil ami de la Tunisie, que je suis moi-même né à Marrakech, peut-être que ça se joue, évidemment. La Tunisie, à mon avis, je commence à quand même connaître depuis plus de 40 ans, je venais bien avant le premier séminaire, la Tunisie a les capacités, par ses écoles d'ingénieurs, par ses universités, par ses laboratoires de recherche, qui sont de travailler dans ce sens-là. Il faut que nous venions des utilisateurs avertis. Monsieur Walid, tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, cher monsieur. Et je pense qu'il faut vraiment que nous continuions à agir dans ce sens, devant cette opportunité. Et je voudrais, je ne l'ai pas dit au début, j'aurais dû le dire, remercier Siamine et toute la TUJ pour la qualité de cette table ronde et l'idée de montrer, d'avoir remis en place cette table ronde. Je crains. Merci Jean-Paul. Alors, chers amis, oui, donc je poursuis avec Kerim Beguir, cofondateur et CEO d'Instadip. Je pense que vous connaissez déjà, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur exit africain, et qui a beaucoup œuvré pour la période du Covid avec BioNTech. Et alors, il y a deux casquettes, entrepreneur et chercheur. Donc tout d'abord, je vais solliciter la casquette de chercheur à la suite de l'intervention de Jean-Paul, justement sur les perspectives de recherche de R&D en IA. Donc si tu peux aussi nous partager ta perspective sur la R&D. Et ensuite, je sais que les opportunités de l'IA pour la Tunisie sont très chères à ton cœur et tu vas pouvoir nous partager aussi ce que tu vois comme opportunité vraiment bénéfique pour l'économie tunisienne. Dans la même intervention ou plus tard dans le chat? Écoute, ok. Vas-y. Merci beaucoup Nozha et c'est un plaisir d'être parmi vous. Bon, on a une excellente audience et vous avez passé déjà une matinée assez longue. Et donc, en fait, on va avoir un débat intéressant. Et donc, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Jean-Paul, notamment sur l'aspect sur le passé. Mais je dois dire, je ne suis pas d'accord. Et demain ne sera pas comme aujourd'hui ou comme hier en termes de recherche en IA. Et je vais vous dire pourquoi. Et ce débat, en fait, c'est le débat du moment. Donc, c'est intéressant que Jean-Paul ait présenté un point de vue. Et je vais présenter le deuxième, auquel, personnellement, je crois. Et le deuxième point de vue, en fait, c'est de dire... il y a eu un changement fondamental. Enfin, toute cette salle sait que, OK, novembre 2022, il y a eu ChatGPT, le monde a changé. OK, ça, c'est common knowledge. Mais ce qu'il est moins, c'est que le monde a changé de nouveau en décembre 2025, donc il y a quelques mois, même pas une année. Et il a changé d'une manière absolument extraordinaire. Et pour moi, en fait, c'est même plus important que ce qui s'est passé avec ChatGPT. On est en fait arrivé au moment où les systèmes ont passé un seuil d'intelligence qu'ils peuvent maintenant s'accélérer eux-mêmes. Et donc, la notion qu'il y a un mur et qu'on ne va pas dépasser ce mur en LLM, moi j'aurais tendance à dire c'est un mur de plus dans l'apprentissage profond, le deep learning. Et l'image qu'on a, chercheur IA optimiste, c'est de dire il y a une espèce de mastodonte géant robotique qui défonce le mur et qui passe. Ça, c'est le mur en deep learning. C'est arrivé plusieurs fois et ça va continuer à arriver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez des systèmes qui ont un QI qui est équivalent d'un excellent QI humain, de l'ordre de 140, 150. Et ce n'est pas juste sur des tests standards d'intelligence, c'est aussi des sujets de recherche avancés. Et donc, là où je ne suis absolument pas d'accord,
c'est cette idée que oh, les LLM, c'est juste des stats et ça n'invente rien, ça ne fait que régurgiter ce qui s'est passé avant. C'est ce qu'on pensait, et je suis d'accord avec Jean-Paul, c'est ce qu'on pensait il y a quelques années, mais on s'est rendu compte que ça n'est plus vrai. Par exemple, sur les preuves mathématiques, on pensait effectivement qu'il fallait des systèmes de raisonnement pour aboutir à des preuves, mais finalement, les derniers systèmes, par exemple de DeepMind, ont montré que un LLM, si on lui apprend avec suffisamment de bonnes données, suffisamment de puissance de calcul pour pouvoir réfléchir, il va finir par trouver la bonne réponse, et que donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune preuve que ces systèmes vont arrêter d'apprendre, et ils sont déjà en train de dépasser l'humain de plusieurs points de vue. Pourquoi demain est différent de hier ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la limite, c'est votre imagination. Aujourd'hui, en fait, la seule limite à avoir des résultats, c'est d'avoir le courage de poser la question. C'est le monde d'aujourd'hui. Donc, littéralement, on a prouvé une conjecture, on a dénié une conjecture en mathématiques, la conjecture jacobienne, il y a quelques jours, littéralement parce qu'un chercheur disait, oui, entre 2 matchs de Coupe du Monde, qui était sympa d'ailleurs, j'ai quand même posé la question à un modèle avancé de OpenAI, et il m'a donné la preuve que la conjecture était fausse, et la preuve est tellement simple qu'elle peut être vérifiée à la main. Et donc aujourd'hui, on est pour la première fois de l'histoire de l'humanité dans une situation où le système a des capacités qui dépassent même notre compréhension de ses capacités. Donc ayez le courage de poser des questions difficiles. Ne posez pas des questions débiles à votre IA. Posez des questions ultra hardcore sur lesquelles vous connaissez le sujet mieux que tout le monde. Vous serez très surpris de ce que ça veut dire et ce que ça va vous répondre. Et donc concrètement, je ne veux pas passer trop de temps, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un pays comme la Tunisie? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre partenariat avec l'Europe et autres? Ce que ça veut dire fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, un cluster avec 100 GPUs H100, quelque chose qui coûte de l'ordre de 2 à 3 millions de dollars, en fait, va résoudre plus de problèmes et augmenter la souveraineté et l'indépendance technologique plus que les 20 ou 30 dernières initiatives des 5-10 dernières années ou tous les discours qu'on a eus sur la souveraineté. Juste un seul cluster. Pourquoi? Parce que vous pouvez installer dessus des modèles très performants qui aujourd'hui font des milliers de milliards de paramètres, donc on est au trilliard. Et ces systèmes peuvent tout simplement devenir la meilleure équipe cyber de l'histoire de la Tunisie pour protéger nos infrastructures nationales dans le domaine digital. Ils peuvent devenir la meilleure équipe de chercheurs en biotech de l'histoire de la Tunisie. En fait, ils peuvent devenir ce que vous voulez. Un seul cluster de 2-3 millions de dollars représente de l'ordre de plusieurs centaines de chercheurs de haut niveau, tels qu'on n'en a jamais eu dans l'histoire du pays. C'est ça la réalité et c'est ça l'opportunité pour nous tous. Et donc ce qu'on doit faire, c'est on doit éduquer nos jeunes sur le potentiel, mais on doit aussi donner les moyens en puissance de calcul, en accès à l'énergie. Et Amir fait des choses intéressantes là-dessus, il aura l'occasion de nous en parler. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'opportunité n'a jamais été aussi grande. Jamais. Si on regarde même 5-10 années en arrière, si on prenait le consensus des chercheurs, il y a 10 ans, Yann Lequin disait « intelligence artificielle générale au niveau de ce qui se fait aujourd'hui », ça ne va pas arriver avant 50-60 ans. Ça a doublé les perspectives et les attentes. Enfin, personne ne s'attendait à ce qu'on est en train de voir. Et donc, il serait, à mon avis, peu prudent de penser que ça va s'arrêter. Au contraire, on a toutes les raisons fondamentales de penser que ça va accélérer. Mais si on s'approprie ces technologies, si on développe notre souveraineté, notre capacité à les utiliser avec notre infrastructure qui ne dépend de personne, avec le soutien et le concours de nos alliés, avec l'Union européenne, eh bien, on va pouvoir faire des choses en Tunisie, en Afrique et ailleurs qui relevaient il y a 5 ans de la science-fiction. Donc je m'arrête là, mais ce débat, il est très important, et d'ailleurs il est toujours ouvert, hein, parce qu'on a le pour et le contre. Donc Jean-Paul, tu as cité Yann Lequin, moi je te citerai Demis Hassabis et d'autres au sein de Google et d'autres sociétés américaines qui croient comme moi que le scaling, en fait, ne va pas s'arrêter, il ne fait que commencer. Et c'est une opportunité pour nous tous. Très bien. Bon, très rapidement, un petit mot. Oui, oui, oui. Ensuite, on enchaîne. Hein. Merci. Merci. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. L'IA générative n'est pas la seule en cause.
En médecine, en imagerie médicale, on fait des progrès considérables qui n'ont rien à voir avec l'IA générative, absolument rien. La robotique va également se développer. Ce n'est pas l'IA générative, c'est autre chose. Faire de la génération de plantes pour un robot, c'est autre chose. Donc, je pense que c'est des gens comme Lequin ou autres dépensent des sommes considérables pour aller au-delà de l'IA, disons, Monomodal, allez. des types probabilistes. Et ils ont raison, parce que de toute façon, même si effectivement le système semble progresser et progresse, ils ne sont absolument pas capables de raisonner. Lorsque les grands, les GAFA disent que leur système raisonne, c'est faux, c'est pas vrai. Ils raisonnent parce que l'être humain raisonne derrière eux. Le raisonnement mathématique est très particulier. Je reviens sur mon moment du monde, de prendre un objet, le laisse tomber. Aucun système d'IA actuel ne comprend cela. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de modèle du monde. Donc il faudra y venir. Comment ? Je ne sais pas. Mais certainement pas. Je pense que je vais arrêter la discussion ici parce que là, vous avez constaté que c'est un sujet polémique. Donc il n'y a pas convergence et c'est tant mieux parce que en fait, c'est ça qui fait grandir les idées et les projets. Juste mais on un a point... beaucoup d'autres sujets à discuter. Parce qu'on va arrêter le débat recherche maintenant, mais juste sur un point. Yann a donné beaucoup d'exemples de « Oh, l'IA n'est pas intelligente, on ne peut pas faire ça ». D'ailleurs, Yann est un ami, je l'apprécie beaucoup, mais il a donné beaucoup d'exemples. Et littéralement, vous prenez un modèle puissant d'IA, vous posez la question, vous voyez que le système marche. Et le système comprend que quelque chose tombe. Et c'est une question de qualité des systèmes. Vous prenez les meilleurs, ils marchent. Et juste une chose, si on voit les prévisions qui ont été faites par Yann et par d'autres, et quand est-ce qu'ils pensaient que ça arriverait ou même que ça n'arriverait jamais, à chaque fois, ils se sont trompés. Donc après, c'est à vous de juger. Mais c'est un débat intéressant. On ne pourra pas continuer, mais c'est fun. À suivre après. Bien, donc en fait, effectivement, par rapport aux opportunités et aussi en ligne avec les 5 mesures phares du livre blanc qu'Amine a annoncé tout à l'heure, en fait, on considère que les capacités énergétiques et de calcul sont vraiment essentielles pour développer l'IA, pour s'ancrer justement et arriver à ancrer l'IA dans un avenir de prospérité économique et aussi souveraine, mais aussi frugale. Donc c'est vraiment une direction super importante. Donc là, nous avons Emir Benguessem, qui est CEO de Solcrypt. Alors Emir est le fondateur et le CEO de Solcrypt, une entreprise spécialisée dans l'infrastructure digitale durable. Il a passé plus de 20 ans à la City de Londres en tant que trader en dérivés de crédit et responsable de la distribution de produits, de taux et de change. Il est vice-président de l'Association internationale des coureurs de trail et organisateur de l'Ultra Mirage, une course à pied de 160 km dans le désert tunisien. On n'ose pas y penser maintenant en forte chaleur, mais bon. Donc, alors, Emir, je trouve que c'est un éclaireur, un pionnier, justement dans la construction de ces capacités, ces infrastructures de calcul en Tunisie et surtout basées sur une source d'énergie durable solaire. Et donc, je te passe la parole pour que tu nous décrives assez brièvement ce projet, parce qu'il mérite vraiment d'avoir les projecteurs dessus et que tu puisses diffuser cette idée. Et encore une fois, je salue ce côté pionnier. Merci, Nozha. Karim Beguir, il a commencé son discours en disant qu'il était en désaccord avec Jean-Paul. Moi, je vais commencer le mien en disant que je suis en complet désaccord avec Badreddine Oueli, qui a parlé de ce... qui n'est plus là, mais vous lui transmettrez le message, qui a parlé de la place de la Tunisie sur cette tour de table de l'IA. Complètement pas d'accord. Je pense que la Tunisie peut avoir sa place et va avoir sa place, pas simplement dans la région, mais mondialement dans l'univers de l'IA. Déjà, on a un Karim Beguir qu'il faut saluer, représentant d'Afrique. Mais en fait, pour bien comprendre comment la Tunisie peut avoir sa place dans l'univers de l'IA, il faut un peu comprendre ce qui constitue l'IA. Bon, j'ai préparé une présentation, mais je pense qu'elle n'est pas là. C'est pas grave. Donc, en fait, si on parle des... dans Jensen, le PDG de NVIDIA, il a parlé des 5-layer cake de l'IA. Donc, le premier niveau, donc tout en haut, on a l'utilisation de l'IA. Donc, ça, c'est ChatGPT, Claude, etc. En dessous, on a les modèles, donc les LLMs. Après, on a la partie software.
Et les deux niveaux en dessous de cette partie, qui font un peu la base de l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'infrastructure digitale. Ça veut dire ChatGPT, le modèle, il tourne quelque part, il tourne dans des serveurs, des GPUs, dans des centres de données. Et la couche finale, en fait, qui m'improle au fitoun, c'est la partie primordiale, c'est vraiment la partie énergie. Donc vous allez tous me regarder et me dire, mais je pense qu'on est tous d'accord, la Tunisie souffre d'un déficit énergétique qui est structurel. Et quand je dis le mot souffre, je suis sûr que je regarde tout le monde a souffert un peu ces derniers jours de ce déficit structurel énergétique. Mais en réalité, quand vous regardez de près, le déficit, il n'est pas dans l'énergie, parce que le soleil, on l'a, vous pouvez sortir dehors, vous le voir, mais c'est vraiment dans l'infrastructure de ces énergies. Donc en fait, si on avait des panneaux solaires, si le plan solaire en Tunisie avait commencé bien avant, ça serait mieux, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est ça le point. En fait, l'idée de Solecrypt, je confonds l'idée de Solecrypt, c'est vraiment faire transformer les rayons solaires en tokens. Si je peux vraiment simplifier les choses, c'est vraiment comment transformer l'énergie abondante qu'on a en Tunisie en des tokens ou des puissances de calcul qui sont prêts à l'export ou qu'on pourrait utiliser tous ici en Tunisie. Donc l'exemple, on a un exemple concret parce que parler c'est bien, mais faire c'est mieux. Et c'est un peu le projet qu'on a. Donc on a déjà un terrain à Tozeur au sud tunisien qui va voir la construction d'une station solaire photovoltaïque de 60 MW, qu'on va acheminer cette énergie, cette électricité vers le nord de la Tunisie, où le temps est plus clément, où on est beaucoup plus proche des câbles de fibre optique qui sont nécessaires à l'export de ces tokens vers à l'international, mais vers aussi nos partenaires européens. Donc on va créer un peu ce pont numérique entre l'Afrique et l'Europe via la Tunisie, et dans un cadre légal qui est déjà existant en Tunisie. On me donne le stylo pour la présentation un peu tard, mais c'est pas grave. Je vais juste me concentrer sur le dernier slide. Ça, c'est les 5 niveaux que vous pouvez voir dernier mois avec la partie énergie qui est la plus importante. Mais je pense que je vais finir par ce slide-là. En fait, je fais là un peu une comparaison entre l'industrie 3.0 en Tunisie et l'industrie 4.0. Et pourquoi ça, c'est très important? Parce qu'en fait, quand vous regardez la Tunisie aujourd'hui, on a su créer des champions, non seulement nationaux, mais internationaux, dans le modèle des composants de voitures, par exemple, dans le câblage. Ça, c'est des entreprises qui sont tunisiennes, faites par des Tunisiens, qui les exportent à l'international. Pourquoi on a pu faire ça? Parce que vous voyez qu'on a un peu donc tout l'écosystème qui entoure cette vision-là. Et ce que je suis en train de dire maintenant, c'est qu'on devrait répliquer un peu ce modèle aujourd'hui. On a l'infrastructure, déjà, on a l'énergie renouvelable est déjà là. Les câbles de fibre optique comme Medusa sont déjà existants. Et exactement, on devrait répliquer l'industrie 3.0, faire un parallèle avec l'industrie 4.0 pour créer ces champions qui, je suis certain, dans quelques années, vont devenir des références en termes de AI Factory. Donc c'est ça un peu l'idée. Je peux rester parler beaucoup plus longtemps, mais je sais que j'ai pas de temps. Donc voilà, merci. Okay, super. Merci, Amir. En fait, c'est clairement une des directions et des recommandations clairement dans le livre blanc. Donc là, c'est la première mise en place un peu concrète et opérationnelle qu'on peut saluer. Et en fait, Amir, est-ce qu'il y a des mesures concrètes que la Tunisie pourrait prendre pour encourager et promouvoir les infrastructures digitales, selon vous? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une réponse courte, mais je vais essayer de la faire vraiment courte. Je vais juste faire une très très rapide comparaison avec le Brésil. Alors, avant que tout le monde me saute dessus en disant « mais vous ne pouvez pas comparer la Tunisie au Brésil », en fait, le Brésil, il y a quelques années, ils se sont dit « tiens, on est un pays qui est un peu au centre de l'Amérique latine ». Donc ça, c'est un premier très très bon point. Donc géographiquement, on est bien emplacé. Ils ont des ressources en énergie renouvelable qui sont abondantes, parce que bon, ils n'ont pas le solaire, mais ils ont l'hydraulique. Donc pourquoi ne pas transformer le Brésil en un cluster d'infrastructures digitales? Et c'est là qu'ils ont développé le plan Redata, et ça ne date pas depuis longtemps, c'est depuis 2025. Et en fait, à part les incentives en termes fiscaux pour les entreprises, les hyperscalers, qui pourraient venir s'installer au Brésil, ce qu'ils se sont dit, ils ont donné une liste de conditions qui sont exceptionnelles. Par exemple, l'utilisation à 100% en énergie renouvelable.
Donc, si vous êtes un hyperscaler, si vous voulez ouvrir un centre de données au Brésil, vous devez absolument utiliser l'énergie renouvelable. 10% des capacités de calcul doivent partir sur le marché local, donc doivent aller pour encourager les startups, tout l'écosystème digital dans le pays. 2% des investissements doivent être dans de recherche et développement dans le pays. Et tout ça, ça a coûté au gouvernement brésilien combien? 0. C'était juste une vision de dire voilà ce qu'on peut faire dans le pays avec les ressources qu'on a. Et je pense que pour la Tunisie, peuvent faire exactement la même chose, peuvent répliquer ce modèle pour justement faire un peu cette comparaison que vous pouvez voir au tableau entre l'industrie 3.0 et l'industrie 4.0, où vraiment les facteurs les plus compliqués sont déjà là, le soleil, les fibres optiques, les compétences humaines qu'on a en Tunisie, et tout ce qu'il faut, c'est vraiment une vision et une implémentation. Voilà. Super, merci beaucoup. Toujours dans le chapitre infrastructure de calcul, j'ai le plaisir d'accueillir et de présenter Khaled Mralj. Khaled a cofondé 2 startups. La première créée en 2000, il a connu un exit réussi en 2012. En 2015, il a cofondé Vezora, dont il est aujourd'hui le CEO. Ingénieur de formation, il met son expertise technique au service du développement de technologies innovantes. Alors, Khaled, je salue aussi, en tout cas, on a la chance d'avoir tout ce beau panel. C'est pour ça que je vous ai dit, chacun est bâtisseur à sa façon. Vezora est présenté en Europe comme l'alternative à NVIDIA, bien sûr, toute proportion gardée, mais en tout cas, en termes de puces, en tout cas de calcul, c'est vraiment la seule, on peut le dire, je crois. Et Khaled, tu vas nous parler de cette belle aventure avec Vezora. Merci beaucoup, Nozha. Alors, en fait, on n'est pas vraiment le remplaçant de NVIDIA, on est quand même beaucoup plus petit. Voilà. J'ai dit alternative. Alternative. Nous, on se focalise vraiment sur le marché de l'inférence. Donc, c'est le marché le plus important pour l'AI. Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, aujourd'hui, si vous regardez un peu le marché de l'AI, aujourd'hui, du compute dans l'AI, fin 2025, on était à peu près 50% du processing power était utilisé pour le training, 50% pour l'inférence. On pense que ces chiffres-là vont évoluer vers 90% inférence, 10% training. Alors, ça pose une grosse question. Ça veut dire que le training, il ne va pas réduire. En fait, le training, il va continuer à augmenter. Et donc, si on fait les maths, on se rend compte très rapidement, en fait, qu'on va aller vers un marché qui va être multiplié par 5 dans les 3, 4, 5 années à venir. Je ne sais pas comment on va faire, pour être franc avec vous. Si on regarde aujourd'hui l'état des choses, on est en shortage sur à peu près tout. L'énergie étant un premier élément. Et je pense que l'énergie solaire peut contribuer fortement en fait, au déploiement de l'AI. Mais on est en shortage aussi sur le silicium, sur les mémoires, sur tous les composants électroniques, etc. etc. Donc il y a un gros challenge sur la croissance et le déploiement en fait, de cette technologie. Mais il y a un autre élément qui est très important, c'est l'élément économique. Aujourd'hui, ceux qui déploient de l'AI générative, ils perdent de l'argent. Donc il faut être très, très clair là-dessus. Si on prend l'AI générative aujourd'hui, en tout cas ce qu'on appelle l'économie du token, on peut décomposer ça en 4 piliers. Il y a en gros les workload generators, ceux qui génèrent du workload. On peut voir un peu les hyperscalers américains, etc. Donc ces gens-là aujourd'hui, ils investissent à perte. Donc tout ce qu'ils font, ils sont dans une logique de croissance. C'est vraiment une logique américaine. Ce n'est pas une logique de rentabilité à court terme, c'est une logique d'aller gagner des parts de marché. Et c'est ce qu'ils font et qu'ils font très bien, d'ailleurs, en fait, aujourd'hui. Et c'est probablement qu'aux États-Unis, aujourd'hui, qu'on peut voir ce genre de modèle se développer. Si vous avez accès aujourd'hui à ChatGPT, en fait, c'est parce qu'il y a il y a un VC américain qui a accepté de perdre des dizaines de milliards de dollars pour financer le coût de calcul, en fait, pour votre requête. Et ce point-là d'hyperscaler, c'est un point qui pose un gros problème dans les pays, parce que si on regarde le monde aujourd'hui, on voit que les États-Unis maîtrisent à peu près 70% de la capacité de calcul, donc c'est eux qui la gèrent. De l'autre côté, il y a la Chine dans un modèle qui est complètement différent, mais dans les autres pays, il n'y a pas grand-chose. En Europe, c'est un gros sujet de discussion typiquement, et on pousse un peu les États à reprendre la main, c'est-à-dire en fait que les États gèrent un petit peu leurs demandes publiques pour qu'après, ils arrivent un petit peu à driver l'écosystème dans sa globalité. Alors le deuxième point, c'est les data centers, les cloud service providers, etc. La plupart des pays en disposent.
à hauteur plus ou moins importante, mais il y en a. Troisième point, c'est les puces électroniques, donc c'est là où nous on se situe. Là aussi, aujourd'hui, il y a un shortage qui est très important, mais les puces électroniques ont en jeu un élément très important aujourd'hui, qui est le coût du token. Donc j'ai parlé des hyperscalers aujourd'hui qui perdent de l'argent, et en fait, ils perdent de l'argent parce que les puces qu'on utilise aujourd'hui n'en sont pas assez efficaces en termes de calcul. Et alors, elles le sont quand on parle du training, elles ne le sont pas sur l'inférence. Et c'est ça ce qui joue aujourd'hui économiquement et fortement en fait sur le déploiement de l'IA. Là, on a besoin de puces qui sont un peu plus efficaces en fait en termes de temps de en efficacité de calcul, des puces qui coûtent un petit peu moins cher pour que l'équation économique dans sa globalité en fait tienne. Et puis le dernier point, et puis je m'arrêterai là sur cette question-là, c'est la partie fonderie, c'est-à-dire les usines qui vont fabriquer ces puces-là, qui est un gros sujet. Je ne pense pas que ce sujet-là touche aujourd'hui la Tunisie, mais c'est un sujet qui touche très bien les États-Unis, la Chine et l'Europe. Aujourd'hui, les États-Unis, malgré toute la puissance dont ils disposent, il leur manque quand même ce dernier maillon de la chaîne, on va dire. La Chine, clairement, ils sont déficitaires sur ce sujet-là. En Europe, typiquement, il y a des efforts en fait, pour aller combler cette faiblesse quand il s'agit de la fonderie en général. Merci Khaled. Alors effectivement, disposer de puces qui sont, disons, un peu mieux conçues pour consommer moins d'énergie, c'est extrêmement important, d'une part, et d'autre part, le bouton on-off, il n'est pas ailleurs. De ce point de vue-là, c'est vraiment topissime. Maintenant, comment tout ça pourrait servir un jour? Je ne sais pas, je ne connais pas vos plans de développement, mais j'ose espérer que ça puisse avoir un impact un jour pour la Tunisie, pour les entrepreneurs en Tunisie. Alors, pour nous, il y a un impact direct, en fait, et à très court terme, en tout cas pour Vezora. C'est que là, on étudie vraiment la création d'un design center, en fait, en Tunisie. Pour nous, c'est très important. On est dans une phase de croissance aujourd'hui, en tout cas pour la société Vezora, où tout ce qui nous limite de notre croissance, c'est notre rapidité, en fait, d'embaucher et de croître en interne. Donc, on sait qu'en Tunisie, il y a un grand vivier, en fait, d'ingénieurs et de bons ingénieurs. Et c'est un pays où on considère d'investir significativement. Super. Là aussi, je peux me permettre d'espérer un jour qu'avec votre voisin de gauche, vous puissiez un jour collaborer, parce que franchement, un data center qui puise dans l'énergie renouvelable, ça serait encore mieux s'il utilise des puces clairement un peu plus souveraines quelque part. Oui, clairement, l'énergie, encore une fois, c'est vraiment un gros sujet. Mais on a des questions donc, sur ce sujet-là. Donc j'ai exploré un petit peu les questions de la salle. Il y en a beaucoup. Mais on va les explorer après, quand on finira le tour de table avec nos panélistes. Donc, je dirais parmi les 5 mesures phares structurantes que nous recommandons dans le livre blanc, il y a la levée des verrous du change, chers camarades, pour l'économie de l'innovation. Et donc, pour parler de ce point en particulier, j'introduis Karim Jouini. Entre autres, alors, il est ingénieur IA, tombé dans l'entrepreneuriat à 16 ans, puis après 7 ans à Microsoft, a décidé de rentrer à Tunis et cofonder Expensia, un des plus gros exits de la région. Maintenant cofondateur et CEO de Thunders.ai, agent IA pour le testing logiciel, qui est aussi vraiment le testing logiciel, j'y crois personnellement, au-delà du projet en tant que tel, mais le testing avec du red teaming pour l'IA de confiance, c'est un autre sujet qui n'est pas celui qu'on va traiter tout de suite. Mais justement, Karim, avec votre expérience, en fait, j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous parler de ce parcours justement entrepreneurial et ce qui peut être levé comme verrou pour avoir justement des impacts un peu plus positifs et encourager justement le recrutement, l'investissement, le scale, etc. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de verrous sur lesquels je pense que vous avez quand même pas mal d'expérience et je pense que c'est super utile de partager ça avec la salle.
Merci Nozha. Avant d'aller dans le change, je pense que tu sais, c'est une de mes passions. Je pense que le change est passionné par moi aussi. Je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, Kélim, quand tu as dit que tu n'étais pas d'accord avec Jean-Paul ou Émile qui n'était pas d'accord avec Badreddine. Moi, j'ai un problème avec l'IA, c'est que je ne suis pas d'accord avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai un côté très optimiste et un côté très pessimiste. Donc pour commencer sur la partie optimiste, en réalité, on manque de chercheurs, on manque de médecins, on manque de confort dans la vie. Et donc, moi, la partie très optimiste, c'est que je suis convaincu que l'IA marche. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi ça marche pour la partie raisonnement, mais en tout cas, le résultat est là. Donc, ça résonne ou pas, ça donne le résultat. Et que ça va révolutionner un certain nombre de secteurs. Soigner le cancer, aller beaucoup plus vite dans la médecine. Et ce n'est pas des théories, c'est en train d'arriver. Et notre ami Kélim est un exemple. Et donc ça, je suis très optimiste. Et même si nous, on est en retard, on en bénéficie tous. C'est-à-dire l'exemple que disait Badreddine en disant il y a 260% de gains en productivité, je crois qu'il disait tout à l'heure. C'est pas parce que Vermeeg ou la Tunisie a fait le modèle AI, c'est parce qu'on en a tous bénéficié. Donc ça me rend hyper optimiste, c'est que cette recherche est encore principalement publique et on y gagne tous et elle est accessible et on voit ces gains de productivité et j'espère les voir encore plus. Et je rêve d'un jour avoir un robot qui fait à manger, qui fait le ménage et on passe plus de temps dans la piscine avec ma femme et ma fille. Ça, c'est le côté optimiste et j'y crois vraiment, on y va et c'est pour ça qu'on a créé Thunders.ai, c'est pour faire partie de ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai des côtés un peu pessimistes, voire très pessimistes, à l'échelle locale et à l'échelle globale. À l'échelle locale, je trouve que collectivement, on n'a pas un sens de l'urgence délirant, quoi. Je trouve qu'on est un peu peace and love, on y va tranquillement, alors qu'on a un certain nombre de sujets d'urgence. C'est-à-dire qu'on parle de l'énergie depuis 20 ans, maintenant ça parle à tout le monde parce que la clim coupe et Internet coupe, mais on aurait pu avoir un sentiment d'urgence plus tôt, et je trouve que sur l'IA, on est en train de faire la même chose. C'est-à-dire qu'on est en wait and see pour voir ce qu'on va pouvoir faire. La législation évolue pas forcément, on ne voit pas arriver ces data centers souverains, etc. Donc pour moi, le message que je veux passer, c'est ce sentiment d'urgence sur les différents freins. Donc il y a un frein énergétique. Moi, ayant investi chez Solecrypt, je lui demande tous les 2-3 mois où en est la centrale, parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait des mégawatts. Notre capacité d'exécution, il faut qu'elle augmente. Donc dans ce cadre, on peut parler du code de change, ce foutu code de change qu'on promet de changer tous les 3 mois depuis... je ne sais pas depuis quand, en tout cas moi, depuis au moins 10 ans. Moi, j'ai l'âge de votre conférence, Jean-Paul. Je suis né en 86. Et je pense que on parle du code de change depuis, mais récemment, on en parle quand même un certain nombre de fois. Et ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas une thèse, le code de change. C'est des choses très concrètes. C'est comment retenir les talents, comment attirer des talents. Dans un pays comme la Tunisie, on reste quand même une population assez réduite. C'est comment j'attire ces talents-là, sans pouvoir les payer en devises, je pense que c'est compliqué. Retenir ses propres talents, pouvoir investir localement, pouvoir faire rentrer cette diaspora. On parle aujourd'hui de diaspora. Aujourd'hui, quelqu'un de la diaspora qui rentre et qui passe plus de 6 mois dans l'année, il va avoir un certain nombre de problèmes. Je lui laisse la surprise. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de faire évoluer ce code de change et donc moi je le répète à chaque fois et un peu comme un vieillard qui le répète à chaque fois, mais c'est pour dire qu'il y a des choses concrètes qu'on doit changer si on veut que ça change et il faut qu'on ait ce sentiment d'urgence plus régulièrement. Donc ça c'est à l'échelle locale et sans vouloir donner trop de pessimisme. À l'échelle globale, il y a aussi une part de moi qui est pessimiste. Moi je suis passionné d'histoire et je pense que les grands changements technologiques, si on crée un monde où c'est la loi du plus fort, elles finissent pas très bien. La colonisation, par exemple, un des facteurs clés de la colonisation, c'est la révolution industrielle. C'est-à-dire avoir des populations qui, pour le même nombre de millions d'habitants, la population pèse beaucoup plus parce qu'elle s'est industrialisée, parce qu'il y a eu la révolution industrielle. Et moi, je vois l'IA comme une autre révolution industrielle. C'est-à-dire que les personnes qui ont accès au modèle, en fait, elles ont accès à plus de chercheurs, plus d'ingénieurs, parce que cette puissance de calcul, ces clusters-là, comme tu disais, c'est des équipes à part entière, c'est des capacités à part entière. Donc ma part de pessimisme, elle est, il faut que collectivement, on résiste à un monde où c'est la loi du plus fort, parce que dans l'histoire, ça ne s'est jamais très bien terminé. Et donc, c'est aussi mon message, surtout qu'on a nos partenaires européens avec nous aujourd'hui, c'est de résister à ce monde de plus fort. Merci.
Donc, merci Karim. Effectivement, il y a des leviers à lever pour soutenir le développement économique de ces entrepreneurs qui retroussent les manches et qui vont un peu au front. Mais d'un autre côté, il y a une question qui est aussi très importante, c'est comment soutenir la demande. Le tissu économique tunisien, à ma connaissance, n'est pas extraordinairement consommateur d'IA à ce jour. Donc il y a un problème d'adoption d'IA. À ma connaissance, ce n'est pas d'adoption IA dans les entreprises tunisiennes. Et c'est là que vous me voyez venir. Donc je vais passer la parole à Aslen. Mais c'est un sujet sur lequel je vous solliciterai maintenant à tous. Parce qu'effectivement, il y a des verrous qu'il faut lever, mais il y a aussi, et entre autres, soutenir la demande. Soutenir la demande, c'est très important parce que si on soutient la demande, ça favorise le recrutement, ça favorise la rétention des talents. Parce qu'on est toujours, pas que cette année, depuis plusieurs années que j'entends parler de stratégie IA, on dit toujours que la Tunisie, on a beaucoup de talents, on est très riche en talents et tout, sauf que ces talents sont à l'export, chers camarades. Ces talents partent. S'ils ne sont pas employés par les entreprises tunisiennes, en fait, on les forme pour les autres et pas pour le tissu économique local. Donc c'est un vrai sujet. Bien sûr, avoir des projets, et pas seulement des projets, mais vraiment des opérations réussies d'entrepreneuriat qui souvent aujourd'hui sont plutôt orientées à l'export, c'est une chose, mais il faut aussi qu'on pense réellement sur l'impact pour le développement économique local, et ça passe par une meilleure adoption de l'IA pour une plus forte employabilité des talents. Et dans ce sens-là, alors j'ai le plaisir d'introduire donc Aslen Berjab, qui est avocat d'affaires et président du patronat Connect. Aslen accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises et les investisseurs dans leur transformation. Il porte aujourd'hui une vision de l'intelligence artificielle fondée sur la confiance, une gouvernance responsable et son adoption par l'économie réelle comme levier de compétitivité pour la Tunisie. Donc avec la casquette Connect, justement, Aslen, si je peux me permettre, selon vous, dans votre réseau, est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage sur l'adoption des entreprises tunisiennes de l'IA? Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter cette adoption? Est-ce qu'il y a des freins? En fait, moi je trouve que quand on identifie les gaps, on est prêt à avancer plus vite. Donc c'est pas parce qu'on veut voir le verre à moitié vide, mais c'est au contraire, on connaît les forces, mais il faut aussi savoir identifier les faiblesses ou là où ça va un peu moins bien pour pouvoir surmonter et aller plus loin. C'est un peu dans ce sens-là que je vous pose la question en première partie. Merci Noza, Narkom Zin Esl. Alors, tout d'abord, merci à la TUJ pour l'organisation de cet événement et d'avoir fait de cet événement donc, un événement incontournable tous les étés pour réunir notre diaspora et discuter de sujets très intéressants comme le sujet d'aujourd'hui. La question est très large et je ne peux pas avoir l'ambition de répondre à toutes les parties de la question, mais il y a des mots-clés qui sont revenus. Tout à l'heure, Karim parlait de collectif. Toi, vous avez parlé d'appropriation et d'adoption. Et je pense que tant que la partie, je ne vais pas faire de la politique, mais tant que la partie politique tunisienne ne s'approprie pas l'intelligence artificielle, tant qu'on continuera à la faire au niveau silo des champions nationaux certainement, et on les applaudit, des entreprises, des Tunisiens installés à l'étranger, on les applaudit, mais il faut absolument, on a l'avantage d'avoir avec nous deux anciens ministres, M. Ahmed Hazghi et Mahdi Hawass, donc ils savent très pertinemment, et par-dessus le marché, Mahdi Hawass préside aujourd'hui un patronat du numérique, donc voilà, aujourd'hui, tant qu'on ne s'approprie pas en tant que gouvernement toutes ces idées, on a beau avoir des conférences, on a beau avoir des gatherings, on a beau avoir des rencontres, on ne peut pas dérouler sur des petites entreprises qui peuvent justement s'approprier l'IA. On a un réceptacle très simple qui a été créé par décret en 2014, qui est le Conseil stratégique de l'économie numérique. Il est là. Il est censé se réunir
tous les 3 mois, pardon, il est censé mettre en place des stratégies nationales du numérique. Il est censé évaluer l'applicabilité de ces stratégies. Il est censé réduire l'écart de la gap numérique. Il est censé faire pas mal de choses. Et il est censé réunir les patronats, la société civile économique, les experts nationaux, les experts internationaux que vous êtes, vous. D'ailleurs, je me sens tout petit devant ces mastodontes de l'IA. Je suis comme un cheveu dans la soupe. Mais je me suis dit que l'angle par lequel je peux attaquer ce panel n'est pas un angle IA technique, mais c'est un angle institutionnel qui permet justement aux entreprises tunisiennes qui ne sont pas consommatrices d'IA. C'est moins de 10% des entreprises tunisiennes. C'est vrai que c'est le baromètre d'EY dernièrement, d'il y a 2 ou 3 mois. C'est un baromètre, certes, qui n'est pas très représentatif, c'est un peu plus de 250 entreprises, mais on peut en déduire quelque chose, que l'entreprise tunisienne, lorsqu'elle travaille à l'export, ou lorsqu'elle travaille avec des entreprises tunisiennes qui travaillent, elles, à l'export, eh ben, elle est obligée d'adopter toutes les techniques de l'IA. Sinon, les entreprises tunisiennes vont rester des consommateurs comme moi, de ChatGPT, consommateurs, pas concepteurs, pas en tant que système entier de l'organisation de l'entreprise. Donc, je reviens à dire, cette question est une question institutionnelle qui existe, ce réceptacle existe bel et bien. Et puis peut-être, il est de votre rôle aussi, il est de notre rôle à tous de travailler sur le côté éthique, de le mettre en avant encore plus pour faire en sorte que les entreprises tunisiennes croient, pas les entreprises tunisiennes, les entreprises d'une manière générale croient en l'IA. Nous tous, lorsqu'on accède à une application, on nous demande si on accepte les cookies ou pas. On dit non, et qui dit et on se retrouve à avoir devant nous nos préférences défilées, c'est-à-dire qu'on a accepté sans s'en apercevoir, ils nous ont fait accepter les cookies sans qu'on le veuille. Même chose, est-ce qu'on partage vos trucs de localisation? On dit non, et ben on se retrouve à avoir des réactions du système. Même chose par rapport aux données personnelles. On ne les partage pas et on se retrouve à trouver nos données personnelles partagées. Donc, ce qui crée une absence totale de confiance entre le consommateur et l'intelligence artificielle. Une entreprise qui veut faire une très grande levée de fonds, qui veut partager ses contrats avec une intelligence artificielle super développée en traitement de contrats, eh ben, elle va avoir peur parce qu'elle ne sait pas si ces contrats-là vont être utilisés d'une manière non consentie par elle. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, la question de la confiance, la question de l'adoption, de l'appropriation dépend inéluctablement de cette éthique qui n'est plus une question seulement, j'allais dire, justement éthique, mais c'est une question de compétitivité. L'exemple de ChatGPT versus Claude, bien sûr, je ne suis pas spécialiste pour parler de ça, mais on est un exemple, la migration vers Claude, on est un exemple. La migration vers Copilot, qui appartient à un environnement dont on est habitué, le Microsoft, en est un exemple aussi. Donc tout ça, c'est institutionnel, appropriation, et de l'autre côté, éthique et une IA responsable pour qu'on puisse justement généraliser l'IA, pas que sur les grandes entreprises qui sont là en Tunisie, mais aussi et surtout sur l'architecture prépondérante de nos entreprises qui sont les TPME. Voilà, Nozha, merci. Merci Aslem. Alors, justement, pour rebondir sur mettre en place l'IA de confiance, avec la casquette avocat maintenant, enfin la casquette background juridique, comment voyez-vous, comment on peut avancer en Tunisie sur cet aspect-là? Parce que déjà, on sait que sur le plan international, c'est un peu difficile déjà, même si sur le côté réglementaire, il y a le AI Act, certes, mais sur rendre ça opérationnel d'une manière mesurable et non déclarative, c'est une autre paire de manches. On sait que c'est un peu difficile quand même sur le plan international. Donc, quelles sont les perspectives selon vous par rapport à la Tunisie? Par quoi on devrait commencer et comment, enfin, s'il y a un conseil sur comment procéder, comment avancer, est-ce que vous avez une perspective là-dessus? Alors,
casquette juridique, pas que, mais casquette aussi institutionnelle. On continue, et je continue à dire et à redire, c'est que l'entreprise, on doit trouver les outils. Peut-être ce livre blanc, nous tous, on doit se l'approprier et le bridger avec les institutions. L'entreprise tunisienne, ce n'est pas les grandes boîtes, les 200, les 250 très grandes entreprises. Ce n'est pas les entreprises étrangères installées en Tunisie, c'est les petites et moyennes entreprises. Est-ce que ces entreprises-là sont prêtes, justement, mindset, est-ce qu'elles sont prêtes technologiquement? Est-ce qu'elles sont prêtes financièrement à adopter cet outil-là? Tant qu'elles n'en voient pas l'intérêt pour la gestion courante et tant qu'elles ne comprennent pas l'étendue de ce à quoi elle va avoir besoin de ces outils-là, eh ben, elle n'aura pas recours à ces outils-là et continuera à travailler business as usual avec les outils humains classiques et peut-être utilisation individuelle que font la majorité de nos entreprises de l'IA. Donc, juridique, ce n'est pas un contrat, c'est peut-être un contrat de confiance. Oui, mais c'est un contrat au terme classique du terme, avec le consentement en plus, peut-être pas. Mais c'est la confiance qui nous permet de casser les silos, de casser les barrières et d'aller vers cet inconnu. Aujourd'hui, c'est un inconnu. C'est vraiment un saut dans l'inconnu pour l'entreprise petite tunisienne qui, ailleurs, il en franchit, nous. Il est du rôle de nos gouvernants, il est du rôle de nos institutions, il est du rôle du ministère de tutelle aussi d'ouvrir ses portes à la société civile économique, au patronat, aux chambres de commerce, à la TUJ, justement pour avoir une continuité de débat. Et je le dis encore une fois, c'est beau d'avoir ces conférences, c'est beau d'écouter, c'est beau d'échanger, mais tant que ces canaux ne sont pas des canaux directs avec les décideurs, tant que ça restera lettre morte et tant que le gap grandira encore plus par rapport aux États et aux entreprises géantes développées, et Asma Mahalla parle souvent des entreprises qui sont beaucoup plus puissantes que les gouvernements, mais aussi les gouvernements eux-mêmes développent avec leur stratégie nationale. Aujourd'hui, nos voisins développent leur stratégie nationale. Nous avons, je ne dirais pas un semblant de stratégie nationale, mais nous avons une stratégie nationale du moins dans laquelle nous autres sociétés civiles économiques, nous n'avons pas été consultés. Si Hichem, ici présent, le vice-président du patronat Utica, ne me contradira pas, il faut absolument ouvrir le débat pour démystifier cette IA. Voilà. Oui, Karim. Si je peux réagir, si je peux me permettre. Moi, je pense que nos chères entreprises, pour adopter l'IA, il va falloir les fouetter. Au sens où c'est pas juste institutionnel. C'est vrai que l'institutionnel, il est important, mais je vais vous raconter une anecdote sur mon entreprise d'avant, Expensia. Donc, ce que faisait Expensia, c'est de la gestion de notes de frais par IA. Et Expensia, c'est à peu près 2 millions de personnes qui font leurs frais dessus tous les mois. Et on a très peu de clients en Tunisie. Et la raison pour laquelle on a très peu de clients en Tunisie, sont très terre à terre. Un, c'est que l'outil coûte plus cher que d'avoir un employé qui saisit tout à la main, parce que les salaires sont trop bas. Donc, soyons clairs, si la femme de ménage coûtait $10 000 par mois, on aurait tous des robots. Okay. Donc, les bas salaires, c'est un handicap énorme à la digitalisation. Il faut quand même qu'on en parle, parce qu'il ne faut pas se retrouver avec des tokens qui coûtent plus cher que d'avoir des employés, parce qu'à ce moment-là, ça n'a aucun sens pour la PME de s'équiper. Et la deuxième raison pour laquelle on avait peu de clients en Tunisie, c'est les lois sur l'archivage des factures où il fallait les garder en papier, et donc du coup ça casse l'expérience. Et je raconte cette anecdote, c'est pour dire, il y a un parallèle avec l'IA, il y a la partie institutionnelle, il y a la partie de qu'est-ce que j'ai le droit de faire, mais il y a des choses très terre à terre, bas salaire, accès à la technologie où il faut de la devise et les PME n'ont pas de facilité à aller acheter même $200 par mois pour leurs équipes, plus elles ne sont pas totalement sûres de ce qu'elles peuvent faire avec l'IA. Est-ce que c'est de confiance? Est-ce qu'il y a un problème de souveraineté? Moi, je suis une banque. Si mes employés vendent sur ChatGPT, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je viole la loi. Donc, il y a des choses très terre à terre en termes de capacité d'exécution qu'il va falloir faire.
Et je pense que, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir fouetter les entreprises, c'est que, je caricature, mais si on venait tripler le salaire médian, on aurait beaucoup d'IA, je suis convaincu. Et puis Karim, je pense que, j'en conviens parfaitement, mais je pense que à force de multiplier des solutions IA qui facilitent la vie au quotidien du citoyen, je pense que l'appropriation sera beaucoup plus simple et que la force de l'onde pour que l'institutionnel se l'approprie aussi. Je pars d'un exemple. J'étais à Londres il y a un petit mois et on était parti une délégation. Il y avait parmi cette délégation-là une start-up qui est ici présente qui en fait développe un outil très simple qui est d'identifier les besoins de l'enfant à la crèche, au jardin d'enfants, etc. Et parfois, on identifie des cracks, des enfants à problématiques médicales ou des enfants intelligents qui passent comme si de rien n'était, donc qui ne sont pas accompagnés. Donc cette solution-là a permis, et permettra, parce qu'elle est à ses débuts, justement d'identifier le profil pour le mieux le canaliser dans une école spéciale ou l'utiliser au sens, bien sûr, noble du terme. Ça, c'est un exemple d'IA qui facilite la vie et qui ouvre aux parents désespérés parfois, aux parents qui rêvent parfois, mais qui voient leur enfant rester stagné, des perspectives entières. Imaginez la duplication, dupliquer cette idée-là à l'infini pour un besoin du citoyen. Eh bien, ce citoyen-là sera le premier avocat, justement, de l'IA versus les pouvoirs publics. Donc, il défendra l'IA et l'achètera et l'adoptera. Ça, c'est un exemple. L'utilisation, le besoin et la résolution de problématiques au quotidien. Très, très bien. Écoutez, en fait, je crois que c'est le moment de passer aux questions de la salle. Pour la plupart d'entre vous, c'est un rappel pour le QR code là, pour le Q&A, mais on en a déjà pas mal. Donc, la première question, c'est comment développer une économie de l'IA si notre infrastructure énergétique peine déjà à répondre à la demande actuelle? Qui veut prendre cette question? Kérim. Oui, c'est une excellente question parce que clairement, le premier besoin, c'est déjà de servir notre population. Okay, on a un souci sur l'accès à l'électricité en ce moment. Et donc, en fait, la réponse, c'est que le potentiel qu'on a en énergie renouvelable et notamment solaire permet d'à la fois développer l'infrastructure en termes de puissance de calcul dont on a besoin et de servir le pays en termes d'autosuffisance. Donc en fait, la solution, c'est d'y aller à fond, et je partage totalement ce que dit Amir, que je soutiens d'ailleurs aussi. C'est vraiment, on doit mettre le paquet sur ces questions-là. Et en fait, aussi, je voulais résumer un petit peu toute la discussion qu'on a eue, parce qu'on a vu différents aspects. On a vu le côté recherche, la couche applicative, les aspects régulation, les aspects infra. Mais en fait, quelle est la métrique du succès pour la Tunisie? Il y a en fait une métrique, et c'est le rêve qu'on partage tous, c'est en fait que le pays devienne autosuffisant en énergie renouvelable, en énergie tout court, et soit net exportateur de tokens. C'est ça la seule métrique qui compte. Elle résume tout. Parce que si on a une industrie locale de production des tokens, on va moins importer, on va exporter beaucoup plus. L'Europe a besoin de nous de manière stratégique, parce qu'en fait, la seule chose qui peut aller à très grande échelle, c'est l'énergie solaire. Donc les super intelligences du futur, je peux déjà vous le dire, elles vont tourner sur du solaire. Elles ne vont pas tourner sur du nucléaire ou autre chose parce qu'il y a une limite, et ça prend trop de temps à construire. Elles vont tourner littéralement sur du solaire. Et donc en fait, c'est ça la solution et c'est faisable donc de résoudre à la fois la crise énergétique actuelle et de développer l'industrie du futur. Il faut des investissements colossaux, en plus de faciliter au niveau régulation. Le problème, c'est l'investissement. Donc, il faudra qu'on mette tous la main à la pâte. Et quand je dis tous, je sais que toutes les personnes sur ce panel sont prêtes à foncer. Je sais que Merdi Houas et d'autres sommités aussi sont prêts à foncer. Ça ne va pas être facile parce que les enjeux sont colossaux. Et donc, il faut qu'on y aille tous ensemble si on veut créer cet avenir positif pour le pays. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible. Super. Amir, un complément ?
Je pense que je vais recruter Karim Beguir en tant que sales dans mon entreprise parce qu'il explique très très bien nos besoins. Mais je pense que je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Aslen, c'est que ce qui me fait de la peine, et quand je dis peine, c'est vraiment, je le dis dans toutes les formes du sens du mot, c'est qu'en Tunisie, vraiment, on a tout. Ça veut dire qu'on a le soleil. En fait, les choses qui sont très difficiles à voir, on les a. On a le soleil, on a l'infrastructure télécommunication, on a les câbles de fibre optique. Donc, pour exécuter ce que vient de dire Kérim en termes de vision, c'est juste une façon de se lancer dessus. Mais il faut aussi parler du cadre légal qui parfois n'est pas encourageant pour faire ce genre de choses. Et il faut être très très honnête entre nous. C'est très difficile pour moi de ramener un investisseur qui a fait 12 heures d'avion de Tokyo le jour où, je ne le savais pas, je suis bête, que le bac, les gens ils passent le bac, donc il n'avait pas de 5G sur son portable. C'est difficile de parler d'infrastructures digitales qui sont très hauts consommateurs d'électricité avec des coupures d'électricité de plusieurs heures et très peu de communication de la STEG. C'est des grosses questions, mais je pense que ce qui est compliqué, il faut juste régler quelque chose. Je redonne un peu l'exemple du Brésil, parce qu'il est très pertinent. Ils ont pu attirer beaucoup d'hyperscalers sur les dernières 12 ou 18 mois. Et je pense que la Tunisie pourrait faire la même chose. Donc, vraiment voir le parallèle de exporter des tokens et exporter de l'énergie renouvelable, ça peut aller main en main. Voilà. Juste une idée du potentiel. 4% de la surface du désert tunisien peut subvenir aux besoins de la Tunisie et de 10% des besoins énergétiques de toute l'Europe. C'est un chiffre, moi, qui me donne le tournis à chaque fois. Et quand je vois ce qu'on fait, on ne fait rien. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse juste une personne, une société. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit tous travailler ensemble. C'est une urgence. Je vais continuer là avec les questions, parce qu'il y en a beaucoup. Mais beaucoup quand même sur les questions énergétiques. Ça montre une préoccupation par rapport à ça. Donc, dans un pays souffrant de stress hydrique, comment allons-nous refroidir les data centers de l'IA, sachant que les systèmes actuels utilisent de l'eau potable? Je vais répondre à cette question. Alors, en fait, c'est une excellente question. Les data centers génèrent énormément de chaleur, mais en fait, avec la technologie nouvelle, il y a des moyens de faire face à ces problèmes-là. Entre-temps, donc, il y a eu le développement de ce qu'on appelle le liquid cooling, ça veut dire le fait qu'au lieu de... En fait, je donne toujours l'exemple de la température. S'il fait 13 degrés ou 15 degrés, vous allez me dire il fait un peu frais, il faut mettre un peu une veste. Mais si vous sautez dans une piscine qui est à 13 ou 15 degrés, vous aurez très très froid. Donc il est beaucoup plus facile de refroidir quelque chose dans du liquide que dans l'air. Et c'est exactement la nouvelle technologie qu'utilisent les centres de données aujourd'hui, ou les AI factories, où en fait on a des GPU, on a des chips qui sont extrêmement génératrices de chaleur, et on fait du liquid cooling, donc du direct to chip, où on refroidit avec du liquide ces infrastructures. C'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Et c'est déjà en cours. Et en fait, quand vous regardez, du moins pour NVIDIA, tous les nouveaux modèles de GPU, de chips qui sont en train d'utiliser, c'est du direct cooling sur le chip. Pour être très très clair avec vous, Solecrypt, on va absolument adopter cette technologie, donc n'ayez pas peur, on ne va pas prendre de l'eau des agriculteurs et des consommateurs. Voilà. Très bien, Jean-Paul. Oui, ce qui vient d'être dit est absolument fondamental. Mais un autre aspect du problème, c'est le côté frugalité de l'IA. Et il faut bien savoir qu'il y a énormément de travaux sur le sujet. La frugalité veut dire d'aller regarder l'algorithmique, d'aller regarder les programmes. Et il y a des gains considérables qui peuvent être faits. Ça fait partie de la recherche et beaucoup de travaux sont publiés sur le sujet. Tout à fait. Il y a une autre question, moi je dirais que je peux poser à tous les panélistes. Selon vous, quelles sont les 3 priorités que la Tunisie devrait mettre en œuvre dès aujourd'hui pour devenir un acteur majeur de l'IA? Donc je pense qu'on peut finir avec ça si chaque panéliste donne... donc celui qui se voit prêt peut commencer. Mais effectivement, donc, selon vous, les 3 priorités
pour vraiment... ouais. Alors, je vais commencer, mais je pense que l'énergie, c'est vraiment le point essentiel, en fait. Aujourd'hui, on voit très bien qu'on est sur une course contre le temps pour le déploiement, en fait, des data centers. Je ne vois pas des énergies autres que le solaire qu'on pourrait déployer aussi vite. Et aussi, en fait, avec une garantie aussi de disponibilité de cette énergie-là. Je pense que l'axe majeur pour la Tunisie serait vraiment là aujourd'hui. Et 3 ou une enfin, c'est la Alors, question, je transmets. Hein. Alors, moi, je vais en donner une, je vais laisser en fait les deux autres. D'accord. Ok, donc je suis d'accord sur l'ordre des priorités. Donc clairement, on a une crise énergétique, c'est là où on doit travailler le plus. En deuxième, je dirais, ça serait de s'assurer qu'on a une vraie plateforme de communication et d'échange avec l'Europe sur les données. Donc qu'on soit aux normes RGPD, c'est un travail essentiel qui doit être fait en collaboration avec nos partenaires européens, parce que si on est considéré comme compliant côté RGPD, ça veut dire concrètement qu'on va pouvoir faire émerger cette industrie du token en Tunisie, et si on ne l'a pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc ça, c'est le deuxième grand levier. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est purement du régulatoire. Et la Tunisie a très bien fait ça dans le passé. Les call centers, notamment même pour tout ce qui était cliniques, centres médicaux en France, étaient hébergés en Tunisie. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Mais ça, c'est un enjeu critique. Souvent, moi, quand je parle du sujet, et j'ai beaucoup communiqué sur le sujet, j'ai même écrit un livre, la question qui revient toujours, c'est oui, mais est-ce que d'un point de vue institutionnel et régulatoire, on peut héberger des données en Tunisie? Donc je dirais que c'est le deuxième effet de levier sur lequel on doit absolument travailler ensemble. Je rajouterai, si je peux me permettre, effectivement la réglementation des données personnelles, la RGPD, mais il y a aussi le AI Act qui joint aussi le point soulevé par Aslan sur je ne donne pas mon consentement, mais au final je constate que mes préférences sont quand même utilisées. Ça relève de la transparence en fait des algorithmes qui sont utilisés et de la confiance dans l'IA qui est utilisée, qui est servie. Et en général, on ne sait pas ce qui se passe derrière, disons, le miroir ou derrière, le rideau. On n'a que le fabricant qui nous dit vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, et on peut croire sur parole que si on coche non, ça va être fait. On n'a aucune garantie que ça va être fait, la preuve. D'accord ? Donc c'est vrai que pour construire cette compliance, on va dire, européenne et plus largement internationale, c'est important d'avoir les leviers de la transparence des algorithmes pour avoir confiance dans ces IA et au final, en fin de compte, pour les adopter et au final pour le progrès économique. Non, j'allais dire, je pense que le point de Kérim, c'est oui, c'est la totalité de la stack, c'est-à-dire d'avoir le bon cadre législatif, de le faire adopter par la Commission européenne, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires de la Commission européenne comme l'Australie qui sont considérés au même niveau que la GDPR en Europe, c'est avoir le cadre répressif aussi, pour être capable de contrôler, de punir les entreprises qui ne suivent pas, donc c'est la totalité. Et je suis assez d'accord avec Kérim, c'est le deuxième point. Moi, je ne redirai pas le code de change pour... prochaine fois, je viendrai avec un t-shirt Banque Centrale, mon amour. Même si c'est pas, en réalité, c'est pas ils sont pas législateurs, c'est pas leur faute. Mais je pense que c'est vraiment ça. C'est comment réussir la transition énergétique. Les capacités de production sont là. Les panneaux sont 5 fois plus chers qu'il y a 15 ans. Les Chinois, ils ont installé 400 gigas en 2 ans. Pour vous donner une idée, nous, on manque d'1 giga d'énergie, pour vous donner une idée de l'ordre. C'est-à-dire que les usines sont capables de produire, les entreprises sont capables d'acheter, sont capables d'investir. C'est comment on huile le système pour que ça devienne simple et indolore pour un investisseur d'investir dans l'énergie, de la déverser dans le réseau ou de la vendre en direct ou de faire des tokens. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et après, ça crée un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'avoir de l'énergie abondante, c'est pouvoir avoir de l'eau abondante, c'est de pouvoir dessaler, c'est de pouvoir... Donc, il y a vraiment un énorme cercle vertueux qui se crée si on craque le problème énergétique au-delà des urgences de l'été 2026. Et pour ça, évidemment, avoir un cadre d'investissement qui donne envie va être important. Justement, alors la première des choses, le solaire, oui, et je pense que le projet de Emir en est un exemple. Ce que disait Kérim Guir, bien sûr, c'est les 4%, 10%. Je pense qu'il y a plus d'une personne qui est en train de travailler. On a un ami en commun qui a un super projet aussi sur l'énergie renouvelable à utiliser en Tunisie, mais à vendre
à l'Union européenne, un projet complet en termes de technologie et en termes de besoins européens et en termes de contractualisation liée à ce projet-là. RGPD, la loi est au Parlement. Et il faudrait qu'ensemble, qu'on toque à la porte de la commission en charge de cette nouvelle réglementation, qu'on lui apporte une expertise nouvelle, le benchmark international, et qu'on fasse un challenge de la faire approuver avant la fin de l'année. C'est très important. Nos amis allemands, nos amis français ne cessent de dire que les entreprises tunisiennes qui travaillent pour l'Europe ont ce problème-là et les rend moins compétitives que les autres entreprises. Redémarrer justement le conseil stratégique de l'économie numérique et mettre réellement de vrais experts. Parce on n'entend parler que d'experts sur toutes les plateformes, mais vraiment mettre de vrais experts. Et pourquoi pas aussi nous autres patronats participer, parce que c'est l'appropriation de nos entreprises aussi qui est là. Mais les vrais experts, on ne les voit pas souvent. C'est des experts discrets. Il faut savoir les dénicher et les mettre sur ce conseil stratégique pour qu'il soit réellement une locomotive et une agora de réflexion. On a besoin justement, à la grecque, une agora de réflexion de l'IA et on peut en rêver. C'est important. Merci. Super. Jean. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, y compris avec Karim, on est d'accord. Je voudrais ajouter une chose qui me paraît fondamentale, peut-être en transition pour la conférence suivante, c'est la formation. La formation à tout niveau, c'est vraiment fondamental, depuis l'école maternelle jusqu'au doctorat. Il faut former les gens, il faut former l'élite politique, à mon avis, je ne sais pas ce qui se passe en Tunisie, mais en tout cas en France, elle est très mal formée. Ça m'étonnerait que ça soit tellement mieux dans ce pays. Donc il est nécessaire de faire cette formation et je crois que c'est une des priorités qu'il faut avoir en tête. Super. Je pense qu'on a fini le tour de table là pour les priorités parce qu'on est à temps et c'est très bien. En fait, ce panel a été un avant-goût pour le livre blanc et les réflexions qu'il vous propose, qui il sera en téléchargement, en tout cas proposé par la TUJ aujourd'hui en téléchargement. J'espère que toutes ces discussions vont pouvoir alimenter encore plus et faire évoluer ce contenu. En tout cas, merci beaucoup à nos panélistes. Merci à vous pour vos questions. Bien sûr, il y avait beaucoup d'autres questions. Voilà, donc il y a d'autres questions, mais je pense qu'il est temps de passer la main au panel suivant, effectivement, sur la formation.